Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler d'un animal en particulier, mais carrément d'un groupe d'animaux, les méduses. Les méduses, ces petits animaux constitués à plus de 95% d'eau, sans os, sans vaisseau sanguin et sans cerveau, mais qui font carrément flipper tout le monde. Des putains d'aliens qui font hésiter même les plus costauds d'entre nous à rentrer dans la flotte. Et c'est pour ça que quand on en voit une échouer sur le sable, on a tous le même réflexe de prendre un bâton et de les titiller en se disant qui c'est qui pique l'autre maintenant, hein? Ce n'est que pure vengeance, mais c'est bon putain. Bref, pour en revenir aux méduses, il faut savoir que ce n'est pas vraiment un animal à part entière, mais plutôt un rassemblement de petits animaux que sont les cnidaires. Si vous avez regardé l'épisode numéro 2 du pourquoi du comment où je parle des coraux, eh bien les méduses fonctionnent d'une manière similaire aux coraux. C'est-à-dire que les hydraires vont se rassembler pour former les coraux, et bien les cnidaires vont se rassembler pour former les méduses. Ce n'est donc pas un animal à part entière, mais plutôt un rassemblement de petits animaux, de cnidaires, qui vont former ensemble un seul et même organisme fonctionnel. Question. Ouais. Toi Flavien, comment ça se fait qu'il refait 36 000 fois les scènes? Parce qu'il est pas doué. Voilà, parce que je suis pas doué. Flavien, je peux te poser une question, hein, parce que comment ça se fait qu'il refait 36 fois ces scènes? Bon, ça c'était pour la partie chiante, la partie un peu scientifique. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que les méduses ont le corps mou puisqu'il est constitué à plus de 95% d'eau et le reste en collagène. Pour faire simple, le collagène, c'est une protéine qui est présente chez n'importe quel animal, nous aussi les humains, et c'est ce qui permet à la peau de se régénérer et ce qui donne de l'élasticité à la peau. Et c'est aussi cette protéine qui est utilisée pour fabriquer la gélatine, d'où le nom de jellyfish en anglais pour désigner les méduses, qui signifie le poisson gelé, et d'où aussi la raison pour laquelle ce putain de Bob l'éponge chope les méduses pour foutre de la gélatine en les pressant sur ses tartines. Pour vous expliquer comment marche et nage une méduse, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le foutoir et qu'on comprend pas trop comment ça fonctionne, mais en fait c'est un peu organisé. D'abord une méduse, au-dessus vous avez ce qu'on appelle l'ombrelle, ensuite se cache sous l'ombrelle la sous-ombrelle et l'ex-ombrelle. Bref, c'est une grosse couche qui forme, on va dire, le chapeau de la méduse. Bon, et pour relier la partie haute de la méduse, donc la partie boulière, l'ombrelle, l'ex-ombrelle et la sous-ombrelle, il y a ce qu'on appelle la trompe. Et ça n'a rien de phallique, hein, c'est juste qui va permettre de relier le haut de la méduse avec ses tentacules. La partie... Oh là... Tigeuse. La partie... la partie tigeuse. Non, alors qu'il faut plutôt taper avec la partie boulière. C'est dans ces tentacules, qui peuvent être plus ou moins longs et plus ou moins nombreux, que se cachent ce qu'on appelle les nématocystes. Les nématocystes, ce sont des petites capsules dans lesquelles se trouve un aiguillon. Et lorsque la chair d'un animal ou même de votre jambe va toucher justement ce tentacule, le nématocyste va se déclencher, va faire sortir l'aiguillon et c'est là que le venin va venir pénétrer la chair. Et c'est de cette manière que les méduses se nourrissent de gros animaux, sinon en général elles se nourrissent de phytoplancton, par exemple comme les baleines. Il faut savoir que les méduses occupent la totalité du globe, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans toutes les mers et tous les océans de la planète. Et elles occupent majoritairement la surface, car la densité de leur masse gélatineuse est approximativement la même que la densité de l'eau de mer. Et c'est ce qui explique pourquoi elles peuvent dériver sans couler. Cependant, elles sont présentes partout et on en retrouve aussi dans les eaux les plus profondes de la planète. Et c'est précisément le cas de la première méduse dont je vais vous parler. Bon, et pour cette méduse, elle n'a été filmée qu'à 3,7 km de profondeur dans la fosse des Mariannes. Et pour l'instant, les scientifiques n'ont pas été capables d'identifier vraiment l'espèce à laquelle elle appartient exactement. Et malgré les dernières avancées technologiques, il faut savoir qu'on connaît encore très peu le fond de nos océans, notamment à cause de la distance qui nous sépare de la surface et aussi de la pression qui y règne. Bon, je vais pas en parler maintenant parce que ça fera sûrement l'objet d'un épisode entier, mais il faut savoir que les espèces découvertes jusqu'à maintenant dans les abysses ne sont qu'une infime partie de tout ce qui peut y habiter. Et quand on voit la tête de certains animaux qu'on a remonté de la surface, on peut vraiment se dire qu'en dessous, c'est vraiment le monde des bizarreries. Bon après, sauf si elle s'échoue et qu'elle est morte, là c'est peut être particulièrement dangereux. Putain de train, bordel de merde. Putain, les chiens, les vieux, les trains, les canards, les vagues, les péniches. La seconde méduse dont je vais vous parler, c'est la méduse à crinière de lion. Et il faut savoir que c'est la plus grande méduse connue à ce jour. Elle peut mesurer jusqu'à 2,50 m d'envergure, peser 200 kg et dispose de plus de 800 tentacules pouvant mesurer jusqu'à 60 mètres de long. Je sais pas si vous vous rendez compte. La méduse à crinière de lion vit principalement dans les eaux froides de l'Atlantique. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que la méduse à crinière de lion, c'est la méduse qui se déplace le plus facilement. Parce que la plupart des méduses, justement, elles n'ont vraiment pas la possibilité de se déplacer, juste elles se laissent traîner au gré des courants et n'ont pas vraiment le choix de où elles vont. Et bah, la méduse à crinière de lion, de par l'envergure de son ombrelle, est capable de la contracter pour faire des sortes de jets et se déplacer là où elle le veut sans être l'esclave des courants. Bon après, pas de panique, hein, la méduse à crinière de lion, elle vit principalement au large des côtes de l'Atlantique, donc vous risquez pas de tomber dessus pendant vos vacances, sauf si elle est morte et qu'elle s'échoue. Ouais, là ça peut être dangereux, parce que même plusieurs heures après sa mort, les tentacules restent encore actifs et si vous la touchez, vous pouvez vous faire piquer. Donc si vous voyez une méduse à crinière de lion, vous la reconnaîtrez, ne la touchez pas. Titillez avec un bâton plutôt. C'est que la partie sporadique ne présente pas de prospérité et que donc elle est lisse.
Il vaut mieux l'attraper par la partie boulière Ou sporadique. et se battre avec la tige, La partie tigeuse. dont la pointe peut être considérée comme redondante. Ça va, sire, vous suivez?